Et on va continuer notre chemin donc avec deux personnes, un garçon et une fille encore, donc c'est encore la parité. Et on va encore commencer par le garçon, parce que le garçon il nous a demandé de mettre une vidéo, donc on va commencer par lui. Donc il est ancien pilote de BMX, il était dans le top 20 français, il est aujourd'hui entraîneur d'une équipe qui évolue en National 1, il s'appelle Thomas Poincheval. Donc voilà, il est là, je vous demande de l'applaudir. Et puis, alors ce soir c'est un peu exceptionnel parce que vous avez le privilège, et j'ai le privilège d'avoir une reine parmi nous. Alors pourquoi une reine? Alors je dis pas ça parce que je l'apprécie énormément, mais parce que elle est judokate et elle a marqué l'histoire de sa catégorie, de moins de 48 kilos. Elle est une athlète exceptionnelle, elle a duré dans le temps, elle a été performante, elle est plusieurs fois championne d'Europe, elle est vice-championne du monde, elle est vice-championne olympique. Et en plus, elle est parmi nous ce soir alors qu'elle a un emploi du temps très chargé. Elle s'appelle Frédérique Jossinet. Je vous demande de... Alors, juste on va mettre une vidéo parce qu'on a besoin un peu de voir ce que c'est le BMX, parce que le judo, tout le monde connaît le BMX, je suis pas sûr. Et après cette vidéo, on va pouvoir échanger ensemble en se mettant là tranquillement. Voilà, musique maestro, parce que je me demande le micro. Ouais, et tu vas commenter en direct. Oui, bonsoir, je me permets de vous faire passer une vidéo sur le BMX, la discipline dont je suis entraîneur, parce que je pense que c'est une discipline qui n'est pas très connue. Donc c'est nouvellement une discipline olympique depuis 2008. Et je pense qu'une vidéo pourra nous permettre après de mieux échanger par rapport aux difficultés qui peuvent être rencontrées dans ce sport. Donc là, les pilotes sont situés par 8 sur une butte qui est située à 8 mètres de haut. Et le départ, ils sont derrière une grille en équilibre. Le départ est de type athlétisme ou natation, il faut agir à 8 très rapidement. Vous voyez énormément d'intensité. Et dans les virages, du contact avec les adversaires. Donc beaucoup de vitesse et il faut également beaucoup de précision au niveau du passage des obstacles ainsi que de la technique. Donc cette vidéo, c'est une course pré-olympique qui a eu lieu en août 2011 sur la piste des futurs Jeux Olympiques. Donc c'est un prémisse de ce que vous pourrez vivre au mois d'août 2012. Avec un Français en deuxième position, champion du monde de la queue. Voilà. C'était une courte présentation. Voilà, merci Thomas pour cette présentation. Alors on va le faire sans micro parce qu'on n'a qu'un micro pour 3, donc on va pas se passer le micro, ce sera pas très agréable. On va s'asseoir tranquillement, on va être à votre disposition. Voilà. Mais si Fred, si tu t'assois en voie, c'est fait pour l'ergonomie de l'enfile. Et alors, tout d'abord, donc on a vu, on va commencer par tiens, décale-toi un petit peu comme à la maison. Là, on voit une vidéo, donc ils sont tous un peu cinglés, ils vont tous très vite, donc c'est pour ça qu'il faut un préparateur mental. C'est pour pas qu'ils... C'est parce qu'ils sont cinglés ou parce que dans le BMX, il y a une autre approche et surtout, là, c'était une plaisanterie pas très drôle. Comment t'es arrivé à mettre en place des process autour de l'utilisation de la préparation mentale dans ta discipline? En fait, ta petite plaisanterie est assez marrante puisque ceux qui sont les plus cinglés n'ont pas besoin de préparation mentale, je pense. Mais ils ne sont pas cinglés s'ils sont sportifs de haut niveau pour la plupart. Et donc, il y a besoin d'énormément de précision au niveau de la pratique. Et il peut arriver des chutes. Il peut arriver aussi qu'il y ait le vent qui influe sur la pratique. Les pistes sont toutes différentes, donc il faut apprendre à passer les obstacles très rapidement. Donc en fait, ça nécessite plein de processus à mettre en place pour réussir à contrer ce qui peut nous perturber, et également des processus qu'on met en place pour appliquer ce qu'on sait faire, pour être performant très rapidement. Alors, par exemple, la routine, par exemple, la visualisation d'une course, comment ça marche concrètement? En fait, tous les processus qui ont été énoncés par Marc et Eva peuvent être mis en place. Après, ils ne sont pas nécessairement mis en place pour tous les pilotes. Ça veut dire que, comme ça a été bien rappelé, c'est vraiment du cas par cas.
c'est vraiment de la spécificité. Certains ont peut-être plus des crispations musculaires, d'autres on sent que le rythme respiratoire s'accélère, il faut essayer de calmer les stress, les tensions. Après, donc j'ai parlé de peur, certains ont peur du vent, d'autres n'ont pas peur du vent. Certains ont peur plus des sauts longs, puisque les sauts font entre 10 et 15 mètres, d'autres n'ont pas peur. Certains ont peur de l'adversaire, du contact, puisqu'on est 8 quand même, avec une piste qui fait uniquement 8 mètres de large. Donc tout ça en fait c'est vraiment au cas par cas, il faut vraiment... Il y a vraiment un échange entre les différentes parties, comme a été rappelé le préparateur mental, le pilote et puis l'entraîneur. D'accord, donc on reviendra sur la place que Marc a évoquée tout à l'heure sur le triptyque magique. Frédéric, toi, l'approche, la prise en compte de la préparation mentale tout au long de cette carrière, c'est toute une histoire. Ça a commencé il y a longtemps, parce qu'on s'est vu, on en a déjà parlé. Est-ce que tu peux un peu nous faire un exposé de pourquoi tu es arrivé à utiliser la préparation mentale, quand est-ce que ça a commencé, quels effets ça a eu sur ta performance? Voilà. Oui, donc moi je suis rentrée très jeune finalement en équipe de France, donc senior, j'avais à peine 17 ans. Je vais essayer d'aller très vite. J'étais très forte à l'entraînement, tout le monde disait que j'étais championne du monde à l'entraînement, et puis le jour des compétitions c'était beaucoup plus dur et compliqué, et à chaque fois finalement on avait un peu l'impression que je perdais contre moi-même. Donc à partir de ce moment-là, en fait le déclic ça a été un entraîneur, je vais la citer, qui s'appelle Cécile Novak, qui a été championne olympique à Barcelone, qui est arrivée sur le staff et l'équipe d'encadrement des équipes de France féminines. Et elle s'est bien rendue compte de tout ça, de mon problème. Et en discutant, finalement, on s'est aperçu que peut-être je devais faire appel à quelqu'un d'extérieur qui ne connaissait pas forcément le judo, mais qui pouvait en tout cas essayer de voir mes problèmes. Si c'était un problème, j'allais dire, de peur, d'angoisse, de compétition, de perdre, de gagner même, ou autre chose. Et donc en 2001, enfin rentrée septembre 2000, quoi, année 2000-2001, j'ai fait appel à une préparatrice mentale. Et elle a trouvé que j'avais des problèmes, on va dire, de concentration. Et à partir de là, j'ai travaillé avec elle beaucoup au début, et puis comme j'allais dire, son souhait et le mien aussi, c'était de me rendre le plus rapidement autonome. Voilà, on a continué finalement à échanger, et puis après c'est surtout qu'on a géré les choses différemment à partir du moment où j'ai commencé vraiment à gagner. Donc ça a commencé avec un championnat d'Europe, puis des tournois importants internationaux, puis une finale au championnat du monde, et puis voilà, ça a duré 10 ans quasiment avec cette préparatrice mentale, et puis après j'ai continué ce travail avec une autre personne. Quelque chose d'important, c'est, tu dis, ma préparatrice mentale était en dehors du staff d'encadrement. Alors, est-ce qu'on va revenir là-dessus, on va prendre un peu le temps, parce qu'effectivement, comme Marc l'a évoqué, dans ce triptyque magique, quelle place, toi, tu as choisi qu'elle soit extérieure. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu peux te dire que c'était nécessaire qu'il soit extérieur au staff d'encadrement de l'équipe de France? J'allais dire, j'avais pas le choix en fait. La première chose, c'était une évidence, c'est-à-dire que on avait déterminé que j'avais certainement besoin d'un apport extérieur. Seulement, il n'y en avait simplement pas en équipe de France et dans le staff, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Donc, il a fallu que je me renseigne, et j'ai fait entre guillemets une audition. J'en ai pris 3-4 et je les ai rencontrés, et puis voilà. J'ai dû choisir. Toi, Thomas, cette place-là, comment t'en es arrivé? Parce que tu m'as expliqué que tu étais entraîneur. Voilà. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de comment c'est arrivé, comment toi tu as détecté ce besoin chez tes athlètes, chez certains athlètes
Mais en fait, quand je suis arrivé à Compiègne en 2006, j'ai côtoyé un pilote qui était donc à l'UTC Sport Elite, qui a été présenté par Marc, et qui venait s'entraîner avec les pilotes que j'entraînais, puisqu'il habitait Compiègne. Et il était très bon, il avait des très bonnes qualités, aussi bien au niveau technique que tactique. Physiquement, c'était pas forcément le top du top, on va dire. Alors qu'à côté, moi, j'avais des pilotes qui avaient ces mêmes qualités, qui physiquement pouvaient être meilleurs, et qui, au niveau des résultats en compétition, eh bien, n'avaient pas la régularité de ce pilote. C'est-à-dire que ce pilote était marquant parce que il était présent dans toutes les finales, il utilisait tout le temps son potentiel à 100%. Et donc, c'est là que j'ai fait le lien avec la préparation mentale. À l'époque, nos disponibilités ne concordaient pas pour travailler avec Marc. Et puis il se trouve que dans l'équipe que j'encadre, il y a une pilote qui a été championne d'Europe en 2009, qui depuis a eu des chutes, a eu des mauvaises expériences et qui depuis 3 saisons a du mal même à intégrer le top 8. Et donc on a fait le travail cette année, à la démarche avec Marc, de lui présenter la préparation mentale. Parce qu'elle n'était pas favorable à la préparation mentale au début. Donc mon rôle a juste été de lui présenter Marc Monetti, sans lui dire tu vas faire de la préparation mentale, quoi que ce soit. Ils ont discuté, il y a eu une séance, il y a eu plusieurs séances, et puis il se trouve que la plupart des problèmes ont été résolus. Elle est redevenue championne d'Europe il y a 1 semaine et demie, donc c'est un des objectifs qui a été atteint. Et là, le week-end dernier, elle a obtenu une place en demi-finale en Coupe du Monde. Donc on va dire que le travail de préparation mentale, pour moi, a été vraiment bénéfique sur cette pilote. Après, la place de chacun, moi j'ai suivi aussi une formation avec Marc, et je ne suis pas préparateur mental, même si elle a maintenant des notions, elle ne peut pas être auto-préparatrice mentale, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc je pense que la place de Marc est dans tous les cas indispensable, mais comme il l'exprimait tout à l'heure, il n'est pas présent sur la pratique, il n'est pas présent sur les compétitions, et c'est moi qui fais le lien avec le travail effectué au moment des compétitions, justement. Alors sur ce thème de la place du préparateur mental, Frédéric, à ton avis, pourquoi les entraîneurs ne sont pas forcément très favorables à ce qu'une personne qui s'intéresse à la préparation mentale soit directement dans le science, ou pourquoi ils sont réticents parfois à ce que certains athlètes aient une démarche volontaire autour de cette dimension-là? J'allais dire peut-être tout simplement parce que je sais pas, je crois que c'est chaque athlète doit peut-être être conscient de l'apport à trouver avec la préparation mentale. Je pense qu'on est tous différents et pas forcément égaux. Et je crois qu'il y a des athlètes qui en ont besoin, d'autres qui n'ont pas besoin non plus de cet apport. Et moi je trouve que le fait d'en prendre conscience et d'avoir la démarche en tout cas, ça nous met aussi au cœur de notre propre projet et de développement vers la performance. Et quelque part, je me dis que c'est bien qu'un athlète ait cette prise de conscience, quoi. Peut-être que si le préparateur était directement intégré au staff, la démarche serait différente et du coup, limite un peu trop facile pour les athlètes. Et on sait très bien qu'on sacrifie toujours quelque chose à la facilité. Ouais, ce serait trop facile en fait. Et donc, essayer peut-être d'aller chercher des solutions pour aller sur l'identification de certaines difficultés qui font que le préparateur mental va donner du sens à la pratique. Parce que je crois que, Marc l'évoquait aussi, c'est prendre de la distance au regard de sa performance, c'est donner du sens en fait à sa performance, c'est savoir pourquoi on va être performant, pourquoi on veut être performant, au-delà des grands principes. On est là pour et surtout comment. Voilà. Et j'allais bien. Et donc, comment toi t'as fait? Quels étaient les outils, quelques exemples, même si on va respecter la confidentialité de la procédure, mais est-ce qu'il y a des exemples concrets d'outils ou de moments, de relations, de moments clés dans ta carrière qui t'ont permis d'avoir des déclics sur cette thématique-là?
C'est un peu un cercle vicieux à partir du moment où moi j'avais des problèmes de concentration, donc j'ai essentiellement travaillé dans un premier temps à résoudre ces problèmes-là. Et puis après, il y avait certainement aussi un problème de confiance en soi. Je peux le faire, et pas je dois le faire, mais je peux le faire. Et puis une fois qu'on comprend qu'on peut le faire, on a envie de le refaire, etc. Et on prend de plus en plus aussi confiance. Et pour moi, je crois que ça a vraiment été le déclenchement, en tout cas, pour tendre après vers d'autres performances qui étaient plus importantes encore. Alors en BMX, on retrouve, je le disais tout à l'heure, et je vais rebondir sur ce que tu dis, sur le je peux faire et pas je dois faire. Tout à l'heure, je disais de manière un peu provocatrice, c'est un peu des fous furieux de se lancer. Non, mais c'est vrai. Ils sont un peu fous furieux, j'entendais dans le public, mais c'est très bien, ils sont fous furieux, mais toi tu disais, ils n'ont pas besoin de préparateur mental. Alors, et j'entendais le public, mais s'ils sont fous furieux, ils ont besoin d'un préparateur mental. Sur les sports un peu comme ça, des sports un peu extrêmes, des sports où il y a une prise de risque importante, est-ce qu'il faut que ce soit des fous furieux et advienne que pourra, et on peut se dire le plus fou furieux va être le champion, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres pour que le fou furieux justement canalise, oriente? Non, je précisais en fait pas que peut-être ces cinglés comme tu les as appelés n'ont peut-être pas besoin de toutes les parties présentées dans la préparation mentale. C'est-à-dire, ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est technique de relaxation, de respiration, peut-être que ces gens-là n'en auraient pas besoin. En fait, la préparation mentale, c'est tellement vague que... Alors ils ont besoin de quoi, ces gens-là? Parce que tu es un entraîneur, ils ont besoin de quoi? J'ai pas travaillé avec ce genre de personnes, mais en fait, je pense que le préparateur mental le découvre en travaillant avec lui. Après, moi, j'ai pas de cas dans ce style, donc j'ai pas d'exemple. Je peux pas vous dire, voilà, ce genre de personne a besoin de ça. Ah, mais sur les athlètes, puisque tu es entraîneur, ouais. Sur les athlètes que tu entraînes, est-ce que tu as des profils? Est-ce que tu as profilé les cascadeurs qui vont y aller, les gens qui ont des routines et qui, sans ces routines, ne sont pas performants, d'autres qui, a priori, ne se révèlent pas, mais il suffit qu'on les mette dans les bonnes conditions et tout d'un coup, ils explosent. Est-ce que toi, sur ta discipline de BMX, tu as identifié des processus? Il faut que tu le dises oui, hein, sinon la question n'a pas de sens. Alors, le truc, c'est que il faut bien réfléchir, en fait. C'est-à-dire que... alors là, c'est difficile de répondre comme ça. Mais est-ce que Marc t'a aidé, par exemple, à canaliser un de tes pilotes qui était talentueux, mais qui... canaliser... Ou alors le faire rentrer peut-être dans un cadre qu'il n'avait pas, alors qu'il avait un potentiel, mais ensuite... Oui, mais c'est en fait en étudiant, en discutant avec lui de ce dont il a besoin pour être performant. Je sais pas, de ce qu'il a besoin d'évacuer et ce qu'il a besoin au contraire d'intégrer dans toi, quand tu étais athlète, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu de préparateur mental? Oui, forcément, je pense que je le conseille vraiment parce que je pense que ça peut aider tout le monde. Oui. Et toi, personnellement, quand tu étais dans les 20 j'ai dit oui. Est-ce que tu aurais pu être dans les 10 voire les 5 premiers Français si tu avais eu un préparateur mental? Non, à ce moment-là, j'avais pas de problème au niveau de la préparation mentale vraiment précis, puisque en fait mes problèmes étaient plus sur l'aspect physique ou autre. C'est-à-dire que la préparation mentale, c'est indispensable, mais il y a aussi d'autres paramètres comme le physique, le tactique, le technique dans tous les sports qu'il faut prendre en compte. Alors par contre, si je peux insister, on verra dans la préparation mentale, si vous avez la chance de travailler avec un préparateur mental, que ça permet surtout de mettre plein de mots et plein d'actions sur des choses que vous faites plus ou moins déjà en fait. Et ça permet de peaufiner que ce soit la routine ou vos méthodes de travail, ça permet de les peaufiner vraiment. D'accord. Alors tu disais là, j'avais pas de problème. Est-ce qu'on fait appel à un préparateur mental que quand il y a des problèmes? Je te donne le micro parce qu'on t'entend pas bien. Ça, c'est le préparateur mental de répondre, je pense. Moi, j'en avais, donc je pense que quand on a des problèmes, en effet, il faut tâcher de les résoudre et donc de faire appel à
une aide extérieure, je pense que c'est très important. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir des problèmes? C'est mieux quand il n'y en a pas, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Je ne saurais vraiment pas répondre à cette question. D'accord. Mais la question que je pose, c'est s'il n'y a pas de problème et que les choses fonctionnent, est-ce qu'on peut quand même être accompagné par un préparateur mental? C'est plus une autre question. Si tout fonctionne, qu'on est champion, est-ce qu'on a besoin d'un apport extérieur? Je crois pas. Peut-être pour le rester. C'est-à-dire que si on est champion du monde une fois, est-ce que pour le rester, il ne faut pas avoir un accompagnement? Alors tout va bien, mais pour être une deuxième fois champion du monde, puis une troisième fois. Si on n'est pas une deuxième fois champion du monde, c'est de ce fait il y a un problème. Et donc il faut faire appel à un préparateur mental. Voilà ma logique. Moi, si je peux intervenir, vas-y, bien sûr. Je pense que forcément, quand on fait appel à un préparateur mental, c'est peut-être qu'on a ressenti un manque ou un besoin. Donc je pense qu'effectivement, si tout va bien, il n'y a pas lieu de faire intervenir un préparateur mental. Quand on est champion du monde, il faut garder le contexte dans lequel on s'entraîne, le contexte dans lequel on fait les choses pour redevenir champion du monde si ça a marché. Alors que si on veut faire mieux, c'est le cas actuellement d'un pilote de BMX, qui est d'ailleurs champion du monde en titre, qui a vraiment, pour cette année olympique, tout misé sur le BMX, en ne faisant que du BMX, en oubliant d'autres activités, même si elles étaient moindres, en oubliant d'autres activités. Donc il a changé les choses, justement. Et donc je pense que le préparateur mental, s'il n'a pas lieu d'être, on ne doit pas forcément faire appel à lui. C'est comme un préparateur physique. Si ça marche bien avec un bon préparateur physique, pourquoi on changerait, etc. Alors moi, je vais vous donner la parole parce que là, je pense que vous avez envie de réagir. Est-ce qu'il y a des questions là, Frédéric, à Thomas? Oui. Julien, juste à chaud par rapport à ça, j'ai l'impression que justement, même quand ça fonctionne bien, il faut un préparateur mental pour mettre des mots dessus. C'est pas quand ça fonctionne mal qu'il faut le faire. Oui. Ça tu as raison. Ouais, tu as raison. Non, mais c'est vrai que en fait, ça permet de savoir ce que l'on faisait et pourquoi on le faisait si ça marchait. Par contre, après, on n'aura pas l'idée de faire appel à ce préparateur forcément quand ça marche. Il faudrait, ouais, on peut le conseiller. Après, on va inviter nos experts aussi à la tribune. Et alors, est-ce que quand tout va bien, il faut quelqu'un qui accompagne l'athlète? Est-ce qu'il faut attendre que ça aille très mal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est d'accord, mais on n'a pas vraiment de réponse. Fred nous a donné une logique très cohérente. Donc, Marc, je sais pas, Emma, peut-être, je vais laisser Marc commencer parce que c'est dans sa diapo et puis je compléterai si. Je pense que ce qui est au centre de la question, c'est est-ce que l'athlète est demandeur? Je crois que cette notion d'être demandeur est capitale pour que ce travail porte. Alors la difficulté, c'est que quand tout va bien, il y a une espèce de confort qui fait que la plupart des athlètes ne sont pas demandeurs. Pourtant, le fait est que ce serait peut-être intéressant de travailler dans ces moments-là, justement, parce que par rapport à l'idée d'être en prévention, justement, quand tout va bien, ça peut être intéressant de prendre du recul, d'analyser, de mettre des mots sur les choses, de mettre en perspective un petit peu ce qui ressort. D'une part, pour voir si le sportif pense qu'on peut améliorer quelque part ces process, ou en tout cas, le fait de les conscientiser, c'est assurer leur pérennité, voire d'une certaine façon leur efficacité. Donc, j'ai envie de dire oui, ce serait intéressant d'intervenir. Maintenant, la plupart du temps, le terrain prouve que les sportifs ne sont pas demandeurs. Et là, ça me semble difficile d'intervenir s'il n'y a pas cette demande. Par rapport à ce qui a été dit sur le fait justement de faire appel alors qu'il n'y a pas encore de problème, moi ça me fait penser à la sensibilisation des jeunes. En fait, comme disait Marc, sur sa pyramide, il y a un espèce de manque à un moment. Et c'est vrai que quand on va dans les clubs, moi je trouve que les gens ne sont pas si peu demandeurs. Le souci, c'est souvent, il faut le dire la vérité, financier. Est-ce qu'on veut vraiment mettre de l'argent pour sensibiliser des minimes à la préparation mentale et justement faire en sorte que les problèmes n'apparaissent pas ou que s'ils apparaissent, ils n'apparaissent pas de façon grave et prononcée. Donc, moi je sais que pour avoir essayé de mettre en place des démarches de sensibilisation dans les clubs,
on peut quand même trouver des gens qui sont demandeurs alors qu'il n'y a pas encore de problème, mais au contraire qui veulent se sensibiliser à l'imagerie, aux techniques respiratoires, etc. et qui vont apprendre à travailler avec la préparation mentale pour ne pas travailler avec juste quand il y aura ce manque et quand le problème va arriver. Donc pour moi, oui, on peut travailler avec un préparateur mental, même s'il n'y a pas encore de problème, justement pour pouvoir les anticiper. La prévention. Voilà, en prévention. Pour être demandeur, faut-il connaître aussi la préparation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans la vie. Si on ne s'y prête pas, comment voulez-vous qu'ils puissent être demandeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème il est là, c'est de faire connaître les différentes choses pour que les gens puissent être demandeurs. Si dans n'importe quel sport, on ne fait pas cette préparation, mais il n'y a personne pour préparer les sportifs, comment voulez-vous que les sportifs soient demandeurs? Le problème il est là. Alors un des travaux au réseau, c'est justement d'essayer de sensibiliser ou de former des cadres techniques, des entraîneurs, pour faire en sorte que justement ils puissent relayer certaines informations et qu'au moment où ils trouvent des limites dans leurs interventions, ils se disent oui, il y a des personnes qui vont pouvoir m'aider pour parler davantage de préparation mentale, pour parler davantage de préparation physique, pour parler davantage de nutrition, etc. Donc l'idée c'est qu'effectivement les entraîneurs aient une formation la plus large possible pour qu'ensuite ils sachent aller se tourner vers les personnes dont ils ont besoin au moment où une difficulté se présente. Alors il y a une question là-bas, après là il a... Juste revenir, si c'est possible, 2 secondes. C'est pas si évident que ça, parce que, par exemple, moi j'assure la préparation mentale au sein d'une structure qui accueille des sportifs de haut niveau désireux de faire un cursus d'ingénieur. Et donc au sein de cette structure, j'ai envie de dire, je travaille en autonomie par rapport aux fédérations. Les athlètes ont une présentation et tous ne viennent pas. Alors, tous ne viennent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin et pourtant ils sont informés. Aujourd'hui, une performance de haut niveau, je veux dire, c'est quelque chose qui relève d'un équilibre très ténu. Je pense que là, il y a des personnes qui sont mieux placées que moi pour en parler, mais c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail. Donc à un moment donné, quand un sportif réussit, je lui accorde le droit de penser qu'il a son équilibre interne et qu'il est performant comme ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'entends ce que vous dites, il faut informer le sportif. Mais il ne faut pas oublier que le sportif, il est à l'intérieur d'un système. Il n'est pas seul. Qu'il y a les parents, qu'il y a le rapport à l'entraîneur, qu'il y a le rapport aux parents, qu'il y a le rapport à la culture du sport. Donc, même si on informe, il y a des moments, il y a d'autres facteurs qui font qu'il n'y a pas de demande. À tort ou à raison, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de demande. Et là, il faut faire quoi? Il faut forcer. Je pense que dans ces cas-là, on va dans le mur direct. Donc c'est pas si simple, d'accord? C'est pas simplement je crois que c'est pas simplement un problème d'information. Il y a à un moment donné un ensemble de choses qui interagissent et qui déterminent, à mon avis, les prises de position. Un petit peu d'ailleurs ce que je crois avoir senti par rapport à ton début en préparation mentale. Rapidement, j'ai 2 petites questions. La première à vous. N'est-il pas de notre travail face au déni de l'athlète lorsqu'il rencontre un préparateur mental de faire émerger cette demande? Alors, c'est à qui la question? À vous. À moi? Ah bon. Oui, je me suis retrouvé confronté à ce cas-là, par exemple avec la sportive qui ne voulait pas entendre parler de préparation mentale parce qu'elle avait eu une mauvaise expérience. Tout à fait. Bon, écoutez, il y a eu un échange. Par contre, ça pose le problème de la distance à la relation. C'est-à-dire que s'il y a une action en préparation mentale, il ne faut pas oublier que le but du jeu, c'est de se mettre au service du sportif et de son projet. Et donc, ça lui appartient, que c'est l'autonomie qui est au centre de cette affaire. Donc oui, pour travailler sur, j'ai envie de dire, pour mettre en exergue un éventuel bien fondé, une éventuelle, enfin, j'arrive pas au niveau de la syntaxe, excusez-moi, pour mettre en avant le bien fondé. Mais
j'ai envie de dire, pas pour forcer, quoi. S'il y a du déni, il y a du déni. S'il y a une résistance, il y a une résistance. Elle a un sens, et c'est à respecter. Il y a un temps pour tout. En tout cas, c'est ma position. J'aimerais terminer sur ce... Parce qu'en fait, je l'ai évoqué au début une ordine des questions, où en fait, j'ai dit que nous avons présenté Eva et Marc en disant bien sûr à Eva qu'elle n'était pas obligée de suivre la préparation mentale. C'est ça justement, parce qu'en fait, elle ne souhaitait pas forcément faire de la préparation mentale. Et il se trouve aussi que, il y a un mois, après en avoir parlé avec Marc, je sentais ce besoin, elle refoulait, mais je sentais qu'elle avait un besoin de faire de la préparation mentale. Donc en fait, on a forcé la rencontre, vous voyez, entre cet athlète, provoqué la rencontre entre cet athlète et le préparateur mental pour qu'il y ait juste un échange. Donc on ne peut pas forcer la préparation mentale, juste l'échange et donc la connaissance, comme vous disiez tout à l'heure. Alors justement, par rapport à cette histoire et à ce que vous venez de dire, une des raisons de réticence, c'est que cette sportive a eu la sensation qu'à un moment donné, en fait, le préparateur mental, quelque part, s'appropriait son projet pour se faire connaître. Et là, on est dans le respect de l'autonomie, on est dans un positionnement de distance. Il faut que les choses soient très claires à ce niveau-là. On n'a pas, je veux dire, en tant que préparateur mental, je pense qu'on n'a pas à porter notre légitimité, notre crédibilité à travers la réussite des sportifs. Ils ont déjà bien assez de pression à gérer, c'est pas la peine qu'on leur refoute sur les épaules. Donc c'est pour ça que forcer le déni, vous voyez, pour moi, les mots sont forts. Hein. Et je pense que, écoutez, faisons confiance aux athlètes. Quoi. Et puis, c'est vrai qu'on bouge tous un petit peu dans des moments d'inconfort, parce que quand on est confortable, je crois qu'on est tous pareils. Hein. On ne souhaite pas trop changer les choses. Bon, parfois, oui, peut-être qu'on a l'impression que c'est inconfortable, mais en tout cas, si le sportif estime que c'est pas assez inconfortable pour ne pas changer, je pense que c'est respectable. En tout cas, c'est ma position et je le respecte. Alors là, il y a une question là, et après. Je fais juste un lien avec la première question qui avait été posée. Pour moi, ça renvoie aussi à l'idée de l'importance d'intervenir justement quand ça va bien. Sinon, les sportifs, ils ont l'impression que le préparateur mental est là juste pour quand ça va mal. Et donc, ça veut dire que quand on va arriver, on est en train de dire aux sportifs, là, t'as un problème en plus psychologique, donc c'est grave. Hein, t'as vraiment, il faut qu'on s'occupe de toi, ça va pas. Regarde tes camarades, ils vont bien, on va pas intervenir avec eux, mais toi, par contre, on t'amène un préparateur mental parce que il faut vraiment faire quelque chose pour toi. Et je pense que justement, si on lit les deux questions, on se rend compte de l'importance de sensibiliser tout sportif et pas seulement ceux qui ont, comme on pourrait dire, un souci ou un problème à un moment donné. Voilà, c'est juste une parenthèse. Je suis d'accord sur la systémie, sur le fait que tout est système, sur le fait que l'athlète doit se positionner aussi, mais je pense que le rôle de l'entraîneur joue aussi un rôle important sur ça. Moi j'ai les deux casquettes, je sais aussi l'importance. Donc c'est assez perturbateur pour être entraîneur et être compétiteur juste à un niveau national, donc c'est assez pénible aussi de savoir se positionner. Moi, ce que je voulais savoir au niveau des fédérations, qu'est-ce qu'elles en pensent des préparateurs mentaux? C'est quoi Donc, dans votre question, c'est comment les fédérations, donc les instances dirigeantes, les staffs d'équipe de France, intègrent dans leur programme les personnes porteurs d'une compétence liée à la préparation mentale. Je pense, on va voir avec le. Je pense que ça va être très différent d'une fédération à une autre. Je ne suis pas suffisamment bien placé pour savoir, mais je vais passer. La Fédé de judo et le BMX. Et alors, les questions précises et courtes et les réponses, surtout pour les deux scientifiques, précises. Réponses précises et courtes. Moi, ça va être court. Non, là, toi, tu peux y aller. Non, mais ça va être très court. La fédération de judo ne l'intègre pas. Maintenant, on est libre aussi, on ne dit pas, ok, c'est-à-dire qu'on est suivi quand même. Moi, quand j'ai commencé à travailler en préparation mentale, j'en ai parlé avec les entraîneurs, avec le directeur des équipes de France féminine du moment. J'ai présenté ma préparatrice mentale, ils se sont vus en dehors, sans moi, avec moi,
Et elle avait des plages avec moi, même pendant les entraînements, où elle n'est pas du judo, donc il fallait qu'elle apprenne et qu'elle comprenne un peu la logique interne de la discipline. Donc c'est quand même très très bien placé et elle a été acceptée. Et puis en plus, il y a quand même eu des résultats de son travail et de notre travail en tout cas derrière, ce qui a quand même permis de renforcer le lien avec l'équipe d'encadrement. Pour le BMX, c'est la Fédération française Alors de nous, cyclisme. donc oui, pour la Fédération française de cyclisme, concernant le BMX, il y a un préparateur mental dans l'équipe de France, dont notre athlète en question, dont on parle beaucoup, faisait partie, sauf qu'il est uniquement présent lors des stages et des compétitions. Et d'où la mauvaise expérience de cet athlète, puisqu'en fait la préparation mentale ne lui a pas servi vraiment à vaincre ses peurs. Et donc le travail de Marc, différent, que vous avez vu avant, etc., bien lui a fonctionné. Mais donc... Alors, il y avait une question là-haut et après ici. Ah bah c'est bon, d'accord. Bah, alors... Deux questions rapides. Je voudrais savoir s'il faut être un ex-sportif pour être préparateur mental. Et ensuite, c'est une question pour Eva. Concernant les routines, est-ce qu'elles peuvent s'appliquer dans le quotidien et dans le monde de l'entreprise, par exemple? Alors, pour la première question, donc, pour moi, être sportif, ça aide à comprendre les valeurs de la compétition, les valeurs du sport, la mentalité du sport, les codes du sport. Donc, c'est, selon moi, important. Après, est-ce que c'est obligatoire? Je ne sais pas. Le fait est que, peut-être quand on est dans sa discipline, on va peut-être avoir vraiment la tête dans le guidon aussi, et si je fais de la préparation mentale en judo alors que moi-même j'étais judoka, je vais peut-être être au courant de certaines choses, mais en même temps je vais peut-être penser moi à comment je m'y prenais, comment je travaillais, etc. Donc ça va peut-être y avoir une influence négative, je ne sais pas. Le fait est que je pense que c'est important de connaître un minimum le milieu. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment obligatoire? C'est pas à moi d'en juger. Moi, je dirais personnellement qu'il faut connaître quand même un minimum le milieu du sport. Après, pour ce qui est la deuxième question sur les routines, là on parle de préparation mentale dans l'aide à la performance, mais sur l'aide à la performance sportive. Pour nous, un préparateur mental, et d'ailleurs on en parle sur notre site, peut être aussi utile dans l'entreprise, peut être aussi utile pour un musicien, pour un artiste. On est sur de la performance, même pour des étudiants. À un moment, je vais passer un examen, et bien là aussi, je peux mettre en place une routine de performance avant un passage à l'oral, avant un entretien, avant d'aller passer mon permis de conduire. Donc, la routine de performance, elle peut effectivement s'adapter à différentes situations. Du moment que la personne souhaite en tirer, on va dire, une performance, la performance la plus efficiente derrière. Une question? Oui, je voulais revenir sur la nuance que vous avez faite entre rituel et routine. Parce qu'il me semble que dans certaines activités collectives où le son de combat est important, un rituel, y compris collectif, peut être intégré finalement à une routine de préparation de compétition. Et que la séparation n'est pas forcément très franche. Et puis la deuxième question, c'est comment intégrer dans une préparation mentale qui est par nature donc individualisée la dimension collective d'une équipe. Alors, par exemple, votre première remarque me fait penser au haka. Clairement, c'est un rituel, mais il va être intégré à d'autres choses. Et ces autres passages, on va dire, de l'échauffement, ne sont pas, eux, sous forme de rituel. Mais le rituel fait partie de l'échauffement. Donc à un moment dans la routine, on va avoir à placer effectivement le haka à tant de temps du début du match et avec l'investissement de tous les joueurs qui s'y prendront de telle façon, qui se placeront de telle façon. Donc ce rituel va être intégré à la routine, ça ne veut pas dire que la routine en elle-même est un rituel. La deuxième question, c'était... Comment prendre en compte une dimension collective une préparation quand on suit un athlète de manière individualisée? Alors, et donc son rapport au collectif, son rapport à la préparation collective dans une compétition. Alors là, je vais me baser sur mon exemple que j'avais pu vivre avec une équipe de hand. Je suivais dans l'équipe de hand quelques personnes, on peut dire les leaders de l'équipe et la gardienne.
Et j'avais fait en sorte en fait de les responsabiliser à des moments de la routine collective pour que les personnes aient aussi dans certains moments clés, et aussi des rôles dans la routine collective. Donc déjà, c'est une façon de donner des rôles individuels dans la routine collective. Après, si vous connaissez, on va dire, la routine ou la chronologie de l'échauffement de l'équipe, s'il y en a une qui est respectée, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs quand même qui demandent de respecter une certaine chronologie, vous allez demander aux sportifs de vous la donner, parce que vous travaillez juste avec un seul sportif. Et là, vous allez voir dans les moments qui sont déjà mis en place, comment lui se comporte et qu'est-ce qu'il peut faire dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il peut ajouter lui comme activité mentale ou activité comportementale, comme aller taper dans les mains de ses partenaires parce qu'il sait que ça le rassure, au moment où il fait, je ne sais pas si je suis sur le hand, au moment où ils font des tirs à 9 mètres, et à chaque fois demander au gardien, je sais pas, de lui dire un petit mot d'encouragement ou en donner à ses coéquipiers parce que lui aussi ça le rassure et que ça lui donne l'impression de se donner une place et de renforcer un peu sa confiance parce qu'il se sent exister dans l'équipe. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir greffer à finalement une action collective, le faire participer à sa façon individuellement dans cet échauffement qui finalement est en réalité un échauffement collectif. Mais vous lui donnez une place et ça va permettre encore une fois de focaliser son attention peut-être spécifiquement à lui à ce moment-là. Est-ce qu'il vaut mieux pas former plutôt les entraîneurs à la préparation mentale que de passer du temps à avoir un préparateur mental qui va prendre en charge les athlètes? Alors, je vais vous donner une première partie de réponse, non? La question de la double casquette, là, est-ce qu'on peut faire les deux quoi? Je vais juste, moi, intervenir un tout petit peu. Moi, je trouvais ça intéressant justement d'avoir une personne extérieure. Et ce que je disais à ma préparatrice mentale, je l'aurais certainement pas dit si ça avait été un entraîneur. Le rapport est différent, il y a un rapport aussi au collectif. Le judo, c'est un sport individuel, mais aussi on a besoin de partenaires, et on est aussi, on va dire, 14 en équipe de France. Et moi, j'avais vraiment, je ressentais vraiment ce besoin de parler et d'avoir un projet aussi avec quelqu'un qui était extérieur complètement au staff. Moi, je vais rejoindre cette idée-là. C'est important pour le sportif d'avoir une personne, effectivement, une oreille qui n'est pas justement celle du sélectionneur, qui n'est pas celle de la personne déjà impliquée dans la stratégie, dans la technique, etc. Au contraire, comme le disait Marc sur son PowerPoint, ça va amener un discours complémentaire. Après, il faut vraiment, et je pense que c'est essentiel, faire en sorte que le préparateur mental et l'entraîneur travaillent un maximum main dans la main pour avoir un discours qui aille quand même dans le même sens. Parce qu'on sait que parfois le sportif va un peu profiter de cette oreille tout d'un coup pour se plaindre de certaines choses, pour faire sortir certaines choses, pour peut-être cracher un peu sur son entraîneur, etc. Donc après, c'est au préparateur mental de faire la part des choses. Et en plus, ce préparateur mental va peut-être parfois réussir à calmer ou à arranger cette relation entraîneur-sportif, à faire en sorte que le sportif prenne du recul sur certaines idées toutes faites ou certaines pensées qu'il peut avoir, se dire mon entraîneur il pense ça de moi, qu'est-ce qui prouve qu'il pense de toi, etc. Et devenir un peu le médiateur et la personne qui va faire réfléchir le sportif. Ce qui paraissait difficile, c'est que comme il faut le faire en amont, il faut y passer du temps. Donc y passer du temps, ça veut dire encore ajouter quelqu'un dans le staff, c'est pas évident. Et l'autre question aussi que j'avais à poser, c'était est-ce qu'on peut le commencer dès le jeune âge? Est-ce que souvent nous les gamines elles ont 10 ans, elles peuvent jouer à titre en groupe et sur des agrès, la partie mentale est énorme. Après, il y a une notion aussi, est-ce qu'il vaut mieux passer 15 heures sur un praticable à essayer de faire quelque chose alors qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou est-ce qu'il faut y passer 12 heures et à un moment 3 heures sur la semaine avec tout est relatif. Voilà. Et la notion de temps dont vous avez parlé, justement, elle est importante, c'est-à-dire que l'entraîneur ne peut pas tout faire et il ne peut pas être à la fois préparateur mental, à la fois préparateur technique, à la fois préparateur tactique, physique. Enfin, je pense que c'est difficile et voilà, chacun son job. Et on ne peut pas être spécialiste en tout, on ne peut pas être pointu en tout. Enfin, je pense que... Ce qui m'embêtait aussi dans chacun son job, c'est qu'à un moment donné, on passe tellement de temps avec les gamines que, je veux dire, si on n'a pas un minimum de connaissances de la préparation mentale, je
Je veux dire, on peut détruire des athlètes et puis les empêcher de gagner. Quoi. On fait la relation, justement. D'où l'importance d'avoir une relation. On doit être formé. D'où l'importance aussi que l'entraîneur soit un minimum formé, parce que en plus, quand on part sur les compétitions, comme disait Marc dans sa présentation, on n'accompagne pas. Enfin, on n'est pas là pour être sur le terrain et faire justement le préparateur mental qui va être la béquille au bord de la piscine ou sur le terrain d'athlète ou au bord du tatami. Donc à ce moment-là, c'est l'entraîneur qui est présent. Donc l'entraîneur doit être un minimum informé du travail qui a été fait avec le préparateur mental et il doit également être un minimum formé pour pouvoir répondre à certaines situations d'urgence quand on n'a pas justement le préparateur mental qui est là à soutenir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui ai suivi la formation, je me rends compte sur le terrain des besoins des sportifs. Si je vois qu'un sportif, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, a une respiration rythmée ou bien des stress, on le ressent, on lui dit repense au travail qui a été effectué avec la préparatrice mentale ou le préparateur mental. On lui dit est-ce que tu es bien dans tes routines, est-ce que tout est ok, on parle avec lui. Et puis on lui fait prendre conscience que justement les solutions, il les a travaillées et c'est à lui de les mettre en place. On l'aide, on l'accompagne. Une question sur le temps, puisque vous abordiez le problème du temps. Le problème du temps ne se pose pas de la même façon que l'on soit sportif de haut niveau ou pas. Et je voudrais savoir, je sais, j'ai bien entendu le fait que dans votre démarche, vous cherchez à franchir l'athlète en question de votre présence. Néanmoins, un suivi en ce qui vous concerne, préparateurs mentaux, ça représente combien de temps? Alors, à partir d'un ou deux exemples. Moi, pour répondre rapidement, après je passerai un peu la parole à Marc, le temps passé avec le sportif va être aussi énormément en fonction de sa demande. Moi, il m'est arrivé de répondre à un sportif avec 2 séances de 2 heures, lui laisser entre la première séance et la deuxième un temps d'expérimentation d'un mois à 1 mois et demi pour qu'il essaye de mettre des choses en place, pour qu'il ait une réflexion sur les premiers échanges qu'on avait eus. Ensuite, on s'est revus, on a refait le point, et puis après, il sait que voilà, mon travail s'était terminé par rapport à l'objectif pour lequel il était venu, la raison pour laquelle il était venu me voir. Après, ils savent aussi qu'on reste normalement à leur disposition au cas où il y ait un autre souci, au cas où ils retombent dans les travers de la problématique pour laquelle ils étaient venus. Donc ça peut être relativement rapide. Après, vous pouvez aussi avoir une intervention qui est plus longue, mais il faut quand même faire la différence avec un travail qu'on fait avec un psychologue. On est normalement en préparation mentale sur on va dire une durée d'échange qui est plus courte, à savoir, normalement, moi je sais que j'ai tendance à travailler comme ça. Au début, je vois fréquemment les sportifs. Par exemple, sur le mois, on peut se voir 2 fois, 3 fois, et puis c'est sur le premier mois, et puis après on laisse, comme vous disiez, un petit peu un temps pour mettre des choses en place, etc. Et puis on va se revoir, et puis progressivement, on va essayer de se revoir moins souvent, enfin, en mesure où la problématique est en train de se résoudre, mais juste de rester en contact pour avoir des bilans de compétition, pour savoir si il arrive bien à mettre le travail en place, etc. Donc, pour moi, on n'est pas sur un travail qui est vraiment dans la durée, mais ça peut être un travail important au début pour laisser aux sportifs le temps de mettre des choses en place. C'est plutôt sur l'intensité du temps plutôt que la quantité de temps. Dans ma façon de travailler, oui. Après, ça peut, comme je disais, ça peut durer. Il y a des sportifs qui peuvent continuer à avoir besoin de vous. Et puis, juste pour vous donner le bilan de leur compétition, et puis là, les compétitions se passent bien, et puis un jour, il y a un autre souci qui va émerger d'une des compétitions, il va avoir besoin d'en parler à quelqu'un d'autre qu'à son entraîneur, et il va revenir vers nous, et là, on peut reprendre sur quelque chose de plus intensif. Mais encore une fois, c'est pas un suivi avec un psychologue, on dit on va se voir 3/4 d'heure toutes les semaines, pendant 1 an, voilà, Alors nous sommes nous aussi contraints par le temps et vous avez constaté qu'Eva avait besoin de temps pour répondre. Peut-être Marc, tu t'exprimes sur le sujet et après il est 21h30, on va faire une conclusion et puis peut-être arrêter les questions là, à part si vraiment il y a une question. Marc, si tu veux réagir. Le rapport au temps, il est fonction du rapport de la demande. Donc là par exemple, il y a un travail
plus un travail de formation qui a été mis en place avec le groupe Performance Jeune. Donc il y a une régularité de pratique sur un an parce qu'il y a l'idée d'un travail en continuité sur la formation. Dans le cadre du TC de Sport Elite, par exemple, je fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire que généralement le sportif, la sportive arrive avec une thématique assez floue. Mon championnat d'Europe, je l'ai loupé à cause du stress. Le problème, c'est qu'on peut mettre des tas de choses derrière le stress. Donc personnellement, je prends une ou deux séances d'1 heure pour aider la personne à définir précisément et clairement sa problématique, ou la problématique. Et du coup, derrière, il y a la co-création d'un projet d'enseignement avec le sportif ou la sportive. Et là, il y a, on va dire, on cible un nombre de séances. Ça tourne en moyenne entre, je vais dire, 10 à 12 séances. Une fois que ce cycle est fini par rapport à cette problématique, le constat de l'UTC, c'est que tout existe. Il y a des personnes il y a des sportifs que j'ai jamais revus, et il y a des personnes que j'ai revues régulièrement pendant 2 ans, et puis ensuite ils ont estimé que c'était fini. Voilà. En tout cas, moi, le rapport au temps, il est différent si c'est une demande de formation ou si c'est une demande d'une sportive ou d'un sportif plus affirmé. Alors, dernière question, et après on a une conclusion. Ne faut-il pas changer de mot préparateur mental parce que... Alors là, je ne sais pas. Parce que mental, c'est que des fois, on pourrait dire un fou, vous voyez ce que je veux dire? Alors que les gens qui sont sportifs ne sont pas spécialement, je dirais pas, fous. Hein. Un petit peu quand même. Dans leur psychologie et tout ça, pour savoir ce que le préparateur mental, est-ce que c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas changer de mot pour essayer de... C'est-à-dire que vous faites un lien direct entre le mot mental et le mot fou. Un peu. Alors, est-ce que c'est pas le moment de tuer les vieux démons là? Alors, je ne vous cache pas que c'est une problématique qui a été souvent abordée dans les réunions qu'on fait d'intervision avec le réseau. Régulièrement, il revient la question, puisque comme vous disait Magali en introduction, dans notre réseau, il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des préparateurs mentaux. Et souvent, on se retrouve pendant 1 ou 2 séances d'1 heure, voire de 2 heures, à se demander quelles sont réellement les limites, les limites du travail de chacun. Est-ce que vraiment les préparateurs mentaux ont intérêt à garder ce nom et pas plutôt être des consultants de la performance, à être des intervenants, pourquoi pas en psychologie. Effectivement, c'est souvent une question, on va dire que c'est une question récurrente. Quoi. Donc, c'est comme psychologue, de suite, on a tendance à le mettre à toutes les sauces. Mais c'est vrai que ça fait peur. Excusez-moi, mais... Alors, je sais pas, peut-être ce sera l'objet du prochain débat. Parce que, et je pense que là, vous êtes dans un sujet intéressant, mais je ne crois pas que ce soit le moment d'y répondre ce soir parce qu'on ne va pas pouvoir visiter ce domaine-là et donc ce serait dommage.